peuple dans la figure symétrique du moi idéal collectif. Il en fait une masse, c'est-à-dire un réseau de solidarité haineuse qui ne peut fonctionner qu'à la condition qu'il existe un chef qui endosse la culpabilité collective avec le pouvoir et qui repousse la haine sur un groupe victimaire. Comme le père de la Horde, comme le père oedipien, le chef ne prend son vrai statut de héros qu'après avoir été mis à mort. Wilson meurt en 1924 après une attaque cérébrale qui le laisse paralysé en plein cœur de la campagne justement pour le référendum. Derrière la figure un peu faible de Wilson se profile celle de Hitler. En 1933, les œuvres de Freud sont publiquement brûlées en Allemagne comme représentant la pensée juive. Il est arrêté par les Gestapo peu après l'entrée des Allemands à Vienne en 1938. Il n'est relâché que sous la pression de son ami William Golit et grâce à une rançon payée par Marie Bonaparte. Il part en exil à Londres où il meurt l'année suivante. Son dernier geste, ce sera Moïse et le monothéisme, qui est le dernier texte publié de son vivant en 1939. Freud, le scientifique pragmatique qui déteste l'idéalisme et les croyances, va s'affronter à la question de la mort et du sens de la vie pour l'individu comme pour les sociétés. Puisque les religions ont échoué à canaliser la barbarie humaine, c'est-à-dire à incarner la fonction du surmoi, il est du devoir de l'honnête homme de poursuivre le travail en s'armant du flambeau de la raison. Son hypothèse, c'est que le passage du polythéisme au monothéisme se fait dans la poursuite du mythe du meurtre du père de la Horde. Il s'intéresse d'abord à la figure de Moïse, celui qu'il appelle le grand homme. Il aurait été secrètement assassiné par ceux qui prétendaient le suivre. Le crime est d'abord refoulé dans l'inconscient des hommes, et le message de la religion juive se serait transmis dans l'obscurité à travers ce refoulement jusqu'à Jésus et à sa mort, qui est comprise comme un retour du refoulé. La mort du Fils met en scène et révèle la mort du Père. C'est l'acte fondateur de la civilisation, car l'acte de donner et d'accepter la mort vient constituer le socle de la loi. La loi du surmoi est donc une loi d'amour et de mort, et à ce titre, elle est une véritable énigme. Qu'est-ce qu'un amour fondé sur un meurtre et qui devient l'objet d'une loi? Le désir crée du lien, et donc expose celui qui s'y risque à faire l'expérience de la perte et à se confronter à la mort. Dans les 10 commandements, Moïse nous demande d'honorer Dieu. C'est la base minimale de tout engagement religieux. Pour Freud, ça passe encore. Mais le vrai scandale, c'est que la loi divine nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mon prochain, c'est mon voisin. C'est l'autre homme. C'est un individu foncièrement méchant. Pourquoi est-ce que je devrais l'aimer? Parce que cet autre, je le désire, répond Freud. Et que ce désir est narcissique. C'est-à-dire que cet autre, il me ressemble, et mon cœur est tout aussi mauvais que le sien, ou plus simplement, tout aussi égoïste. La civilisation se construit ainsi. Eros rassemble des individus qui s'identifient les uns les autres et partagent un désir haineux, tout en acceptant le défi de la sublimation. La religion juive, revue et laïcisée par Freud, devient alors un modèle de l'altruisme social, qui implique que le bonheur individuel puisse céder le pas devant l'intérêt collectif. Mais la réinterprétation chrétienne lui pose problème. C'est une provocation, puisque le Christ dit que le prochain n'est plus seulement l'autre, l'homme d'à côté, mais il est aussi l'ennemi. Cette lecture pour Freud est totalement irréaliste. Eros, qui rassemble les hommes dans un lien haineux mais inhibé, nous met en danger, car cette haine peut se retourner contre nous. Alors la pulsion de mort prend la défense de l'individu contre ses propres pulsions et déverse à distance la haine empêchée sur de nécessaires adversaires. C'est ainsi que se constitue la masse dont j'ai déjà parlé. Le groupe d'identification et de solidarité qui forme un idéal du moi collectif et qui survit grâce à des victimes repoussées commodément sur les marges et auxquelles le statut d'humain est dénié. C'est ça les ennemis.
médecin juif mourant à la toute-puissance orgueilleuse du Troisième Reich, c'est un effort pour rassembler les héritiers des Lumières, pour constituer un surmoi collectif, seul capable de protéger nos sociétés, aussi bien de la dépression des nations impuissantes, bâties sur l'idéal du moi, que de la menace des dictatures qui utilisent le moi idéal des masses. Les sociétés démocratiques n'ont d'autre légitimité qu'à incarner ce surmoi collectif qui constitue la loi bienveillante transmise par nos parents. Cette loi nous protège de la voracité et ouvre à la sublimation. C'est une instance discrète qui fonctionne sur le plan symbolique. Les sociétés qui l'inspirent gardent ce recul de faciliter la créativité des individus, mais sans se substituer à eux. Pourtant, nous devons bien reconnaître que le surmoi est une instance fragile et qui fonctionne surtout en temps de paix. Les sociétés, comme les individus, traversent des moments de crise au cours desquels ils doivent avoir recours à un système de valeurs, c'est-à-dire à un idéal du moi. C'est une instance forte mais sévère, et sa mise en œuvre comme organisateur de la censure se manifeste dans la société en dévoilant la pulsion de mort. Héritier du phallus, il est le médiateur de l'identité, de la cohésion narcissique, mais cette identité trouve son fondement dans le regard de l'autre. Elle est toujours aliénante. Il risque donc de déboucher sur une plus grande régression, la masse, que les religions échouent à encadrer. Les idéalistes du moi sont des héros fragiles et tristes, jamais à la hauteur de leurs convictions. Les sociétés bâties sur ce modèle sont capables de mobiliser les enthousiasmes, mais elles conduisent inéluctablement à la déception ceux qui ont pris le phallus pour un organe et les identités pour acquises. Toutes les révolutions portent en elles quelque chose de ce fonctionnement. Le risque, c'est qu'elles nous épuisent, nous fassent basculer dans la dépression. Les individus dépriment lorsqu'ils perdent le contrôle de leur narcissisme et retournent sur eux-mêmes un désir devenu ravageur. Les sociétés dépriment lorsqu'elles perdent le contrôle de leurs identités et deviennent incapables de canaliser les énergies vers la création. La dépression est une malédiction, une mauvaise diction, une incapacité à incarner le désir dans un discours communicable et qui fasse sens. Les sociétés déprimées ont abdiqué leur rationalité. Leur idéal du moi qui s'effondre devient cruel et se confond avec la culpabilité mélancolique. Les plus structurés vont alors se figer dans la position désespérée du héros abandonné. Les plus fragiles vont se réfugier sous la tutelle du moi idéal, dont la mise en œuvre se traduit par la dépendance vis-à-vis d'un adulte, d'un autre qui incarne l'idéal perdu. La perversion reste aujourd'hui encore curieusement à l'écart de nos préoccupations. Elle était au centre de la question nazie, pourtant la dénonciation s'est faite sur un plan moral et en se centrant sur des individus présentés comme monstrueux plutôt qu'à travers l'analyse d'un fonctionnement. Le travail d'Hannah Arendt est resté une singularité. La perversion a disparu des classifications psychiatriques. Le déni et l'oubli sont les grands vainqueurs. Mais tout ce qui est rejeté revient, et l'histoire qui se répète bégaye. Nous avons vu que l'idéal du moi, lorsqu'il échoue à laisser la place au surmoi, devient volontiers un fétiche qui exerce son emprise grâce à la projection et au clivage. Les pervers sont des mélancoliques qui ont échappé leur destin en trichant, et le narcissisme reste leur champ de bataille. Ils ne sont pas très nombreux, heureusement, mais il y en a partout, et surtout peut-être dans le monde du travail. J'ai coutume de mettre en garde à mes patients qui veulent changer de boulot parce qu'il y a un pervers dans leur boîte. Je leur dis, dans une entreprise, il y en a toujours un, cherchez-le. Si c'est votre supérieur direct, alors vous êtes mal barré. Mais si c'est votre subordonné direct, c'est peut-être encore pire. S'il y en a plusieurs, méfiez-vous. C'est que c'est le patron qui est pervers. Le poisson pourrit toujours par la tête, dit un proverbe africain. Quand les dirigeants sont pervers, ils impriment un fonctionnement pervers à la société. Une perversion de situation vient effacer toutes les structures et donner un fonctionnement pervers à tous les membres du groupe, ou presque.
Les États fonctionnent sur le même mode. Les milieux politiques abritent des pervers comme tous les autres milieux, et ce d'autant plus qu'ils sont narcissisants. Les nations éprouvées qui tentent à régresser au stade de masse sont particulièrement vulnérables. Elles appellent un chef, un homme providentiel qui tiendrait la fonction délégué moelle collectif. Elles risquent d'accueillir un pervers qui leur donnera un fétiche et qui exercera sur elles une emprise telle qu'il les conduira à la destruction. Car fondamentalement, les pervers sont toujours des destructeurs. À côté du fétiche, la certitude joue le rôle de voiture-balai dans la dérive psychique. Chez un individu, la certitude devient délire en organisant la forclusion et le retour du désir persécuteur dans le monde extérieur. Les sociétés délirantes préservent relativement les individus, il faut le reconnaître, car elles organisent la forclusion comme un phénomène de masse, en constituant un groupe ou une secte qui se met à l'abri de l'angoisse en se coupant du monde et de la raison. Je précise que la certitude, qui est une instance fascinante et impérieuse, ne se confond ni avec la foi, ni avec la conviction. Le délirant sait, le croyant sait qu'il ne sait pas, mais il se fie, tandis que le convaincu reconnaît qu'il fait un pari. La foi et la conviction s'inscrivent dans le système des valeurs qui fondent une société, mais elles s'adressent à la liberté de l'être conscient. Tandis que la certitude est d'abord inconsciente et narcissique, elle ne se soucie de ce qui va faire l'objet de sa certitude que secondairement. Sur le plan social, certitude et fétiche s'associent volontiers dans un fonctionnement composite. Le fétiche favorise le clivage, la certitude et la projection de la haine sur l'autre. Les sociétés perverses s'étayent sur des systèmes délirants dont ils font porter le poids aux sociétés victimes. Les dictatures bâtissaient des empires coloniaux, les firmes capitalistes qui leur ont succédé exportent leurs usines polluantes et asservissantes. Ce sont des systèmes de fuite en avant qui, dans un premier temps, protègent de la dépression et qui réalisent, à terme, la destruction redoutée. La logique du système défensif, tel qu'il est organisé sous le contrôle de la censure de ces 5 piliers, est de protéger le sujet. Mais comme souvent en médecine, nous observons que ce sont les défenses, maladroites et inadaptées, qui provoquent la vraie maladie. La maturité psychique nous protège de l'angoisse, mais un système mature ne peut plus ni bouger ni s'adapter. La dépression, au sens psychodynamique du terme, peut constituer une réponse à la crise en réinduisant un certain degré d'immaturité qui permet le mouvement psychique. Il n'y a pas de crise heureuse et légère. Le fonctionnement dépressif marque un prix qu'il faut accepter de payer pour évoluer. Il marque aussi un risque, celui de passer de la dépression fonctionnelle à la maladie dépressive, c'est-à-dire à la panne. Sous réserve des limites de la métaphore, le même enjeu se retrouve au niveau collectif. Les nations triomphantes sont comme des maniaques qui ignorent leur déni. Les nations pessimistes et tristes seront victorieuses demain si elles ont le courage d'assumer leurs échecs et la nécessité de changer. Le bonheur ne donne pas envie de changer. Les sociétés fortunées sont généralement conservatrices. Pour les individus comme pour les groupes, être heureux n'est pas un état stable. C'est accepter d'aller dans le fleuve du temps et d'affronter le malheur comme une contrepartie inévitable du bonheur. Le capitaine du bateau sait qu'il doit affronter les tourbillons et les rapides avant d'arriver au bord. Parfois, il a recours à un pilote. C'est ce que font nos patients. Et nous les aidons à garder le cap dans les moments difficiles. Les intellectuels devraient pouvoir jouer le même rôle avec les sociétés. Il ne s'agit pas de pleurer avec ceux qui sont tristes, ni de se lamenter sur le pessimisme ambiant, mais de dire et d'expliquer qu'une crise assumée devient un levier de changement. Réfléchir, parler, faire parler, c'est empêcher un groupe de régresser au stade de la masse et du moi idéal. Donner un avis, proposer une analyse, c'est rester modeste, en évitant la certitude de l'identification
à l'idéal du moi collectif. Nos sociétés n'ont pas besoin de héros, ni de saints. Elles les trouveront dans leur mythologie, dans leur histoire. Elles ont besoin de liens et de bienveillance pour redresser leur jugement et sortir de la mélancolie. Le surmoi collectif est un tissu de discours qui forme un système cohérent dans lequel chaque citoyen peut trouver sa marque. Il nous faut convoquer les créateurs, qu'ils soient romanciers, poètes, cinéastes, musiciens ou qu'ils créent des start-up ou des projets industriels ou commerciaux. Le rôle des psys n'est pas tant de délivrer la bonne parole que de faire en sorte que chacun la produise dans son champ. Alors il est temps maintenant de sortir du cadre des généralités et d'essayer d'appliquer nos concepts à deux pays qui nous touchent particulièrement. La France, qui est celui que je connais le mieux puisque c'est le mien, et la Tunisie, pour lequel je voudrais surtout vous interroger puisque c'est le vôtre. La France et la Tunisie, chacune campée sur une dérive de la Méditerranée occidentale, sont deux pays que la géographie oppose, mais que l'histoire refuse de séparer. Ce sont deux pays marqués par une histoire qui les singularise, alors que leur taille les prédisposait plutôt à un certain anonymat. Ce sont deux pays qui ont été colonisés à de multiples reprises, mais qui ont construit leur culture, c'est-à-dire leur identité sur ces abords. Ce sont deux pays qui ont été à la tête d'empires, et la Tunisie a été même jusqu'à donner son nom à tout un continent, l'Afrique. Ce sont aussi deux pays qui ont connu l'adversité et qui sont confrontés à l'urgence d'un changement qui les effraie. Cet effroi se manifeste en France par un curieux vécu de dépression. Heureux comme Dieu en France, dit un proverbe allemand. Pourtant, le journal Le Monde du 22 janvier 2014, à la suite d'une enquête d'opinion, décrit l'Hexagone comme, je cite, « un pays où la défiance et le pessimisme tiennent le haut du pavé, un pays très majoritairement craintif, persuadé de son déclin, fortement tenté par le rejet des autres et son corollaire, le repli sur soi. » Dans les enquêtes internationales, c'est encore pire. Les Français sont pessimistes sur l'avenir de leur pays et se situent juste en dessous des Afghans qui sont numéro 1, au même niveau que les Irakiens et les Somaliens. Cette dépression collective s'accompagne paradoxalement d'un bonheur privé. La société n'a pas trop souffert de la crise et ceux qui ont conservé leur travail se retrouvent ensemble pour partager la bonne cuisine qui est au centre des valeurs identitaires. Pris individuellement, les Français vont plutôt bien. C'est de leur représentation sociale qu'ils doutent, car ils pressentent le changement auquel ils sont confrontés. Du côté tunisien, l'ambiance n'est pas plus gaie. Nos amis, la famille, tous concourent à nous annoncer la catastrophe à venir, alors que nous allions vers eux plein d'espoir et d'admiration. Le printemps tunisien a provoqué le printemps arabe, et au-delà un vrai printemps des peuples qui a redonné de l'espoir à bien des opprimés. Une fois l'euphorie des débuts passés, la Tunisie est sans conteste le pays libéré qui s'en sort le mieux. Pourtant, le discours reste sombre et ce sont nous, les proches étrangers, qui devons vous rappeler l'ampleur de votre réussite. La France déprimée et la Tunisie au-dessus des Noirs se rejoignent. Comment réagir pour les aider à s'arracher à cette fascination morbide? Et pourquoi ce qui apparaît aujourd'hui comme un handicap ne pourrait-il pas être considéré comme un atout? La dépression des individus est une pathologie narcissique, c'est-à-dire qu'elle touche préférentiellement ceux dont l'identité psychique est fragile et qu'elle constitue ce qu'on appelle un facteur auto-aggravant, car elle met en péril le peu qui subsiste. Nous l'avons vu, la France et la Tunisie sont sur ce plan deux pays riches, car fondés sur une histoire ancienne. Mais leur rapport à leurs racines est aussi complexe pour l'une que pour l'autre. La France, pays du nord de la Méditerranée, tire son nom d'une ligue d'envahisseurs germaniques venus du sud de la Baltique, les Francs, dont l'apport dans la population n'a pas dépassé 100 000 personnes. Dans leur langue, ils s'appelaient les Ing. Nous en avons fait les Angles ou des Anges. Ils nous ont donné des noms de lieux qui évoquent le passé sidérurgique de la France. Agondange, Florange, etc. De l'autre côté du Rhin,